Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors je vais partager, en premier l'affiche de l'expo, voilà. Comme ça, donc ça va se dérouler du 15 au 13 avril 2025, donc à l'usine, Chantrenne, donc à Gennevilliers. Et Noël, tu vas nous expliquer c'est quoi? Puisque c'est une exposition, récurrente, hein, Trésor de banlieue, c'est quelque chose qui se passe, on va dire, si je me trompe pas, tous les ans ou tous les 2 ans? Oui, tu te trompes. Voilà, c'est tous les combien? Non, c'est alors, nous n'avons pas encore décidé la périodicité de l'exposition. La première édition a eu lieu, si tu veux, en 2019, à Mmh. laquelle d'ailleurs ton père, participait, déjà à travers une œuvre magnifique que nous avions présentée à Chennevilliers. Et puis nous devions la faire 2 ans plus tard. On avait pensé la tenir, tous les 2 ans, mais le covid est arrivé. Et puis donc, on a pu, elle a été prévue ensuite en 2024 et les Jeux olympiques sont arrivés. Il y a eu beaucoup de retard dans les travaux. Nous ne pouvions plus disposer du premier lieu, qui était la halle des Grésillons, magnifique endroit de Gennevilliers, et donc nous avons dû trouver un lieu qu'il a fallu adapter aux normes muséales, qui est l'usine Chantrenne, un lieu, a priori, fade, insipide et sans saveur, et que nous avons complètement, transformé pour cette deuxième édition. Sachez quand même que la première avait réuni contre toute attente, hein. On nous avons été complètement débordés, je dois le dire, par le succès, puisque nous avons accueilli plus de 22 000 personnes en 2019, dont pas mal de Parisiens. Et pour que les Parisiens passent de l'autre côté du périphérique, tu le sais Pedro, il faut vraiment, c'est de l'héroïsme pour eux. Vu l'image catastrophique, et c'est pour cette raison aussi que nous tenons l'exposition, l'image souvent catastrophique qui est relayée par les médias de la banlieue, de nos banlieues, que nous avons décidé de tenir cette exposition. Alors, à l'origine, vous avez une association qui s'appelle l'Académie des banlieues, qui est présidée par François Asensi, qui est le maire de Tremblay en France, et qui justement, dont l'objectif est mmh, de refuser la ségrégation dont fait l'objet, la banlieue, dont font l'objet les banlieues en France. Voilà, donc si vous voulez, transformer complètement cette image négative qui est diffusée en permanence, hein. Aller en banlieue, c'est carrément risquer sa vie quand vous écoutez, il y a même des sites, j'ai vu ça sur internet, où ils marquent que surtout n'allez pas dans ces endroits, où ils ont ciblé des endroits de la banlieue, il ne faut surtout pas s'y rendre parce qu'on risquerait sa peau. Donc par rapport à ce n'importe quoi, cette image vraiment, quasiment apartheid de la banlieue, nous avons décidé avec l'Académie des banlieues, au contraire, d'apporter une note positive sans tomber dans l'angélisme, hein. Ça ne veut pas dire que tout va bien, madame la marquise, pas du tout, mais pour donner une autre vision, de la banlieue et des banlieues. Voilà l'objectif principal de ce trésor de banlieue, et donc qui fait participer, grâce à l'association, Trésor de banlieue, l'association de l'Académie des banlieues, notamment via, sa secrétaire générale Sylvie Gilles, qui est une amie de plus de 40 ans, hein, que j'ai longtemps côtoyée et qui est restée une excellente amie. Et donc, nous avons décidé de, fédérer avec les communes de toute confession politique. C'est très important cela, hein, parce que vous avez Tremblay évidemment, Gennevilliers, vous avez Bagneux, vous avez Fontenay-sous-Bois, mais vous avez aussi Maisons-Laffitte, vous avez aussi Boulogne-Billancourt, vous avez aussi Pontoise. Donc si vous voulez, cette exposition fédère vraiment par-delà, les choix politiques de leur maire, cette idée forte qu'il existe des trésors de banlieue, bien évidemment, lesquels relèvent à la fois du patrimoine, mais aussi, des artistes de la contemporanéité. Et cette exposition vise justement à présenter ces trésors, aux yeux de tous, et elle le fait dans un souci d'éducation populaire, tu t'en doutes, nous en avons longtemps longuement parlé Pedro, puisque l'exposition est gratuite. Elle est gratuite, j'insiste beaucoup là-dessus, et donc nous avons déjà, d'ores et déjà, puisqu'elle démarre, tu viens de le dire, le 15, et le 15 février, elle s'arrête donc le 13 avril. Nous avons déjà plusieurs centaines d'écoles qui ont réservé, donc ils vont défiler, hein. On peut appeler ça le public captif, mais n'empêche que, si vous voulez, il y aura en place, heu
dans une demeure annexe à l'exposition, une bâtisse qui s'appelle l'Échappée Belle, dans laquelle les classes vont pouvoir, réaliser dans des ateliers qui seront contrôlés et qui seront, si vous voulez, animés, par des médiatrices et des médiateurs culturels qui vont accueillir les enfants, lesquels repartiront normalement avec une œuvre sous le bras. Donc c'est important cet aspect à la fois pédagogique, cet aspect culture pour tous évidemment qui est cher au maire de Gennevilliers, à Patrice Leclerc, et cette exposition devrait, à mon avis, connaître le même succès qu'en 2019. Alors nous aurons une œuvre de ton père, encore une fois, celle que tu me prêtes et que tu as fait encadrer et qui symbolise à elle seule peut-être l'esprit, de cette seconde édition, puisque nous souhaitons mettre l'humain en avant et que pour nous, si tu veux, si vous voulez, le principal trésor, c'est bien sûr la population des banlieues. C'est ces gens que l'on croise sans jeter un regard sur eux, ces gens qui travaillent, qui vivent, qui transitent souvent en banlieue et donc le portrait, dans son état de mondialité, comme disait Édouard Glissant, hein, puisque la banlieue est aussi un carrefour de ce tout monde, puisque c'est vraiment pour moi un laboratoire où se croisent toutes les cultures du monde. Eh bien, dans ce tableau que tu nous as prêté, je vais peut-être le présenter puisque tu as eu le droit à une page du catalogue. Donc voilà l'œuvre de Mon père, donc Gontran Gonessetto. Alors voilà, c'est une œuvre à la base, qui avait été achetée par le conseil, heu, départemental du Val-de-Marne, si je me trompe pas, et qui est au McVal. oui, ils ont la lithographie. L'œuvre s'appelle La Genèse du monde. Donc c'est une série de portraits qui nous viennent des portraits de tous les pays, hein, des 5 continents évidemment et qui, symbolise à elle seule justement, pour moi, hein, ce concept cher à Édouard Glissant du tout le monde. Donc, il est très important, mais le McVal ne nous proposait que, la lithographie et grâce à toi, nous allons présenter le dessin original que tu as fait somptueusement encadrer et je t'en remercie, le dessin original et la lithographie, de Gontran Guénesse Netto. Voilà, qui est pour à mes yeux un très, très grand artiste. Alors justement, tu as un peu anticipé, ma question, mais j'ai vu que le sous-titre cette année, c'était «Couronne d'humanité». Oui, Alors ce choix, à mon avis, est pas anodin. Justement, tu parles de l'éducation populaire, la connexion, c'est vrai que c'est important aussi pour les gens qui habitent en banlieue. Heu, alors, on est on c'est sans parler de logique identitaire, mais il faut qu'ils se sentent appartenir à ces territoires, qu'ils soient pas, on va dire, des étrangers sur leur propre territoire, pour les habitants, je veux dire. Qu'ils aient, un amour de là où ils habitent. Parce que c'est vrai que souvent ce qui se passe avec beaucoup de gens qui habitent en banlieue, c'est que les gens détestent habiter là où ils habitent. Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a rien, que c'est moche, qu'il y a des barres d'immeubles, qu'il y a aucun potentiel. Et c'est vrai que ce que je trouve intéressant dans cette initiative que vous portez, c'est que ça redonne un peu, envie, si on peut dire ça comme ça, aux gens qui habitent sur place de se rendre compte qu'en fait, il y a des choses qu'ils ignorent, en fait, là où ils habitent. Que oui, complètement. tout n'est pas juste à Paris, dans le 7e arrondissement ou dans le 1er arrondissement, et qu'il y a, autre chose. Alors, Oui. on a, notre, breton, Jean-Pierre Leroux qui est pas content. On peut parler aussi, on parlera, d'expositions un peu partout. J'en profite parce que celle-là, je connaissais Noël et parce que j'étais impliqué, mais il y a d'autres, choses culturelles, donc on n'est pas dans une logique parisiano parisienne, même si voilà, c'est là, dans le cadre particulier, c'est quand même le thème trésor de banlieue. Voilà. Excuse-moi, Noël. Non, non, Et non, alors, j'avais une question, justement par rapport à comment vous en êtes arrivé justement à ce thème de couronne d'humanité? oui, bah, bien sûr, tu l'as bien compris, couronne, parce que, il y a la petite et la grande couronne et finalement, nous avons décidé, après 2019, d'agrandir le territoire géographique des trésors de banlieue à toute l'Île-de-France, donc qui intègre la première couronne et la deuxième couronne. C'est-à-dire qu'on va grosso modo jusqu'au Meaux. La ville de Meaux participe, hein. D'ailleurs, nous allons présenter un magnifique tableau de Fernand Pinal qui représente le pont de Meaux qui a longtemps figuré dans le bureau de Jean-François Copé, qui sera présent, à l'exposition. Donc l'idée de la couronne, c'est bien sûr, l'aire géographique que ça recouvre et je rassure, Jean-Pierre moi je suis provincial, hein, je tiens à lui dire. Donc j'habite Château-Thierry dans l'Aisne, je suis un provincial qui a découvert
qui a découvert la banlieue et qui s'est pris, peut-être pas d'amour, mais d'affection pour ce territoire dont j'avais moi aussi des a priori et qui sont tombés les uns après les autres parce que évidemment, comme partout en France, en banlieue, il y a des gens formidables et puis il y a des gens un peu moins bien. C'est exactement comme la même chose en banlieue qu'en province, hein, au niveau des Alors si populations. si on pouvait Moi, arrêter d'utiliser les termes en province, bon, moi toulousain, ça, je ne suis pas une province de Paris, hein. j'ai Je bien compris. rigole. Tu manges des Si. chocolatines, donc tu es Oui, hors concours, toi. Je salue le Toulousain ayant fait mes études de géographie à Toulouse-le-Mirail, donc c'est une ville que je connais bien et que j'ai adorée, la ville rose, bravo en tous les cas. Non, non, pour revenir à notre problème, couronne d'humanité, bien sûr, c'est déjà géographique, hein, cette notion des 2 couronnes, mais c'est surtout couronne, c'est un trésor, c'est la pièce majeure d'un trésor. Donc, si vous voulez, il y avait une double relation dans cet intitulé, couronne, à la fois une relation géographique liée au territoire, et puis une relation liée à la nature même d'une couronne, qui est, voilà. Et c'est celle que nous posons sur la tête du banlieusard, puisqu'il faut l'appeler comme ça, ou de la banlieusarde, heu, à travers cette exposition et les portraits qui sont vraiment l'élément, plastique, pictural, le plus important de l'exposition. Il y a des portraits de Neruda, heu, des portraits de, Jean-Jacques Rousseau, Balzac et cetera, partout, au même titre que des portraits de, lambda, de monsieur, madame, tout le monde, qui sont comme ça diffusés dans toute l'exposition. Donc j'insiste sur ce caractère, si tu veux, quasiment sacré à mes yeux, Mmh. du portrait, de l'être, donc de l'humanité qui traverse la banlieue. Ce ne sont pas tous des trafiquants de drogue et des voyous. Ce sont des gens formidables qui nous ont dit d'ailleurs, hein, à la fin de tu parlais tout à l'heure de la fierté d'appartenir à un territoire ou un pays ou une région ou une ville même, hein. Eh bien, figure-toi qu'à la fin de l'exposition, une dame est venue me voir en 2019 et m'a dit: «Merci, vous nous avez rendu notre fierté d'habiter la banlieue». Ça, c'est fort quand même parce que, si tu veux, elle nous l'a dit, Mmh. j'étais pas tout seul, hein, avec une émotion qui vraiment l'avait complètement étreinte. Elle nous disait: «Merci, merci, vous nous avez rendu la fierté d'habiter la banlieue». Pourquoi? Parce qu'elle est dénigrée, parce qu'elle est piétinée, parce qu'elle est désignée à la vindicte populaire, alors que ça n'a rien à voir avec la réalité, mais absolument rien. Et donc nous, on travaille vraiment à modifier en profondeur cette image de la banlieue. Mais on devrait dire des banlieues parce qu'on ne grandit pas à Maisons-Laffitte comme on grandit évidemment à Nanterre, à La Courneuve. Ça n'existe pas la banlieue. Même dans une même ville, tu as le centre historique, je pense même à Gennevilliers, et puis tu as les quartiers périphériques de la vieille ville, de la cité antique. Et donc, parfois, il suffit de traverser un trottoir pour se retrouver dans une zone tout à fait différente, avec une architecture tout à fait différente. Et donc un mode de vie, un modus vivendi qui ne soit pas du tout le même, qui ne soit pas comparable à ce qui se passe 300 mètres plus loin. Donc c'est aussi toute cette diversité, à la fois architecturale, ethnique, que nous voulons présenter, que nous voulons affirmer et en dire toutes les beautés. J'insiste, hein, parce que nous n'avons pas de problème avec la beauté dans cette exposition, toutes les beautés à travers, Trésors de banlieue. Voilà en gros l'éthique qui traverse, cette exposition. Alors alors je sais justement, j'aimerais te poser une question parce que je sais qu'il y a un thème un peu particulier parce que vous avez quelques œuvres sur Napoléon. Ah Hein. oui, Ça fera plaisir puisque, je connais personnellement, le prince Murat, descendant de sa sœur avec lequel on échange souvent. Mais la question, c'est justement comment vous avez, sélectionné ces œuvres? Comment on peut trouver comme ça dans les mairies, dans les centres culturels, dans les petits musées comme ça, dans les lieux qui sont parfois mal connus, comment vous avez fait ce travail de curation justement pour découvrir ces œuvres et bah, faire les demandes de prêt puisque, je on est dans le logique de prêt, on n'est pas dans des acquisitions. bien sûr. Non, non, mais bien qu'on va reparler des acquisitions parce que l'un des miracles de cette exposition, c'est que parfois les artistes, et ça va être le cas, offrent leur œuvre, les artistes contemporains offrent une œuvre, à la ville où ils habitent. Mais ta question, elle est importante parce qu'en fait, c'est 3 ans de travail, hein. Ça fait 3 ans qu'on est sur cette exposition et la sélection s'est faite au fur et à mesure, si tu veux, des prêts. C'est-à-dire que voilà comment nous fonctionnons.
les villes, à travers leurs archivistes ou leurs conservateurs de musées, musées municipaux, musées nationaux, et cetera, nous envoient des listes d'inventaires. Et donc, ce travail, c'est un travail essentiellement collectif. Nous travaillons avec les archivistes, avec les conservateurs des musées, les chargés de collection, et cetera. Parfois, c'était les adjoints, les maires adjoints ou les maires adjointes, je pense à Maison Lafitte, à la culture, qui s'investissent personnellement et nous proposent une liste d'œuvres. Le premier critère était celui de la qualité, évidemment, des œuvres. On est dans des trésors de banlieue. Donc, si vous voulez, pour nous, la notion de qualité, la notion qualitative, elle est première. Dès, en gros, grosso modo, le quart, c'est-à-dire l'expo va rassembler 200, en gros 260 œuvres. À partir du moment où j'ai reçu, où 50 œuvres ont été sélectionnées, des thématiques sont apparues d'elles-mêmes. Donc nous avons retenu 11 thématiques et parmi ces thématiques, une thématique s'est avérée, suffisamment importante pour figurer avec les autres, qui est la thématique napoléonienne. Pourquoi? Parce que tu as Rueil-Malmaison, tu as Maison Lafitte, qui sont des villes impériales, c'est un label, hein, qui sont des villes impériales. Alors Maison Lafitte, pourquoi? Ah, parce que Napoléon chassait, régulièrement, dans les forêts de Saint-Germain, les forêts de Saint-Germain, et qu'il était accueilli par le maréchal, le château de Maison Lafitte, c'est le maréchal, je sais pas, j'ai encore oublié son nom, un maréchal d'empire, voilà, qui l'accueillait et qui a fait de cette ville, hein, une ville d'empire. Et donc nous prête Maison Lafitte, une mèche de cheveux, hein, ce qu'on appelle un reliquaire, une mèche de cheveux, c'est important, c'était dans le bureau du maire, hein, une mèche de cheveux de Napoléon avec un petit talisman qu'il portait à Sainte-Hélène et que nous allons exposer, qui on peut encadrer comme on le fait dans les églises avec les, tu sais, les objets des saints, les reliquaires, quoi, hein, ce qu'on appelle un reliquaire. Et à partir de là, on s'est rendu compte que Napoléon suscitait encore de nos jours, et tu le sais, je pense surtout à Napoléon Bonaparte, bien évidemment, un intérêt, mais incroyable, qui moi m'a étonné. Je ne suis pas du tout, tu devines, napoléonien, mais il n'empêche que cette thématique m'a semblé importante dans la mesure où beaucoup de villes détenaient des objets, des images, une iconographie qui se ramenait, qui se rappelait, qui nous ramenait aux empereurs. Alors, pour Napoléon III, la thématique va s'appeler de Napoléon le Petit, c'est-à-dire Napoléon Bonaparte à Napoléon, oui, non, du petit caporal, voilà, du petit caporal Napoléon Bonaparte à Napoléon le Petit. Napoléon le Petit, c'est comme ça que l'appelait Victor Hugo, hein, c'est le terme que Victor Hugo, avec lequel il désignait Napoléon III, icône, image de l'Empire. Parce que l'essentiel, c'est bien sûr Napoléon Bonaparte. Donc là, nous aurons pas mal de choses qui partent de l'époque napoléonienne jusque le fauteuil d'église de Napoléon III, jusque une œuvre magnifique d'un street artiste, hein, Nkanga, que nous prête une ville, la ville d'Alonne, qui est une ville banlieue de la ville du Mans, euh, qui s'appelle Guerre et paix, et donc qui nous rappelle le roman de Tolstoï, qui se passe, comme tu le sais, durant l'invasion napoléonienne. Et donc, je crois que c'est à peu près 14 objets, avec la fiche d'Abel Gance de Napoléon, avec surtout ce recueil d'ouvrages magnifiques dont il n'existe que 4 exemplaires connus en France, qui sont les volumes de la campagne d'Égypte que nous avons rassemblés. Donc là, on est dans le domaine de la bibliographie, mais c'est des ouvrages absolument somptueux, avec des gravures et des dessins d'une qualité, des gravures aquarellées incroyables, dont nous allons présenter des exemplaires. Alors, on présente la totalité, mais on a ouvert quelques volumes pour que les gens puissent regarder, admirer. Il existe un exemplaire à la Bibliothèque nationale, et puis dans 2-3 villes de France, je crois. Et là, nous en présentons un qui est voilà, qui se trouve en banlieue et que nous allons présenter au public. Donc, c'est tout un ensemble, hein, d'objets, un ensemble iconographique, d'images, de peintures, qui nous ramènent à Napoléon. Et puis ça nous a semblé, malgré tout, intéressant, et je suis sûr, je suis vraiment certain que cette thématique va rassembler pas mal de monde, contre toute attente. La Alors preuve, toi-même, ça t'a interloqué, tu vois, ça t'a interpellé. ouais, c'est le maréchal, Jean Lannes. Voilà, c'est ça, Jean Lanès. Ouais. Ah, tu dis Exactement. Lanès, moi je dis Lannes. C'était Lanès. Ouais, je D'accord. sais pas, je me suis dit si je dis, Lannes et que je me trompe, tu vois, tous les napoléoniens vont vouloir me trucider. Ouais. Non, C'est Jean Lannes, c'est ça. heu, Donc c'est bien lui.
C'est bien lui effectivement qui invitait, Napoléon, enfin, chez qui résidait Napoléon quand il aimait beaucoup chasser, il chassait souvent, vous le savez, les forêts de Saint-Germain bordent Maison Lafitte, hein, et donc voilà, c'était le lieu résidentiel de l'empereur. Voilà, et c'était Jean Lannes, effectivement, Jean Mmh. Lannes, et donc ce reliquaire est une pièce importante, hein, puisque moi j'ai appris que il faisait partie des circuits, napoléoniens, que pas mal d'Américains d'ailleurs qui traversent l'Atlantique, hein, qui sont restés un petit peu, fanatiques et nostalgiques de l'empereur. Heu, voilà, donc ce passage par Maison Lafitte et ce ce reliquaire est un passage obligé de la mémoire napoléonienne. Donc nous le présentons. Comme quoi, voilà, on ne peut pas soupçonner le maire de Gennevilliers, Patrice Leclerc, d'être un bonapartiste, loin de là, et malgré tout, ça ne nous empêche pas d'évoquer cette mémoire de Napoléon Bonaparte. Parce qu'elle est importante, parce qu'elle est encore très présente, simplement dans la mémoire collective. Mmh. Donc pourquoi Et l'évacuer? et elle est De aussi quel mal droit? connue, hein, en vrai. Pardon? Elle est aussi mal connue, que ce soit Oui, Napoléon de III, plus, oui. en fait, ça fait partie des une grosse partie du XVIIIe siècle, et je parle même pas, de tous les événements de la Commune et cetera, sont très mal, connus, très mal écrits, beaucoup de révisionnisme historique pour gommer, masquer et cetera, et c'est le cas aussi de Napoléon qui, heu, on présente par exemple comme très petit souvent, alors qu'en fait il était pas si petit que ça. Ben, c'est très compliqué, on est face justement à toute la complexité de l'histoire. Tristan, je crois que tu avais une question. Tu me Oui, disais? moi, c'était par rapport, à la manière dans laquelle vous avez organisé cette exposition. Est-ce que vous avez travaillé avec, des historiens pour pouvoir retracer peut-être des origines de certaines œuvres? Avec des, ethnogéographes pour pouvoir placer, d'où elles viennent, de quand elles viennent, de quel contexte elles viennent, ces différentes œuvres? Parce qu'on parlait de Napoléon, mais, j'ai vu passer sur le site, différentes iconographies, qui pourraient venir de partout autour du monde, qui se retrouvent du coup dans ces banlieues. Comment vous avez travaillé avec ce cadre historique-là? Oui, alors, évidemment, comme vous ne pouvez l'ignorer, souvent nous empruntons pas mal au musée, et donc nous sommes en lien, comme je vous l'ai dit, avec les conservateurs qui sont souvent, la plupart du temps, des historiens d'art. Heu, les archivistes, c'est la même chose, et donc ce qu'on appelle le travail scientifique, puisque c'est cela que vous soulignez à juste titre, hein, il a été fait. Il sera d'ailleurs, un compte rendu sera fait dans le catalogue d'exposition que vous voyez là, avec donc à chaque fois une notice, et là aussi, c'est un travail collectif, vous voyez? Un travail collectif qui a été, conduit par à la fois les archivistes et souvent les conservateurs de musées, et sont intervenus aussi des sociologues, puisque nous présentons par exemple une collection de cartes postales d'Epstein, qui est un sociologue qui enseigne, je crois, à Nanterre, qui collectionne les cartes postales sur la banlieue, et donc tout ça est documenté, bien évidemment. Alors, on n'a pas eu le temps, hein. Il y a quand même 270 heures, c'est un boulot absolument énorme, mais je souligne encore l'aspect collectif de ce travail. Moi, j'ai pas eu le temps de convoquer à chaque fois les scientifiques complètement, spécialistes de tel ou tel domaine. Donc nous restons malgré tout des généralistes, sans en essayant de dire pas trop de bêtises, et nous nous appuyons, sur les responsables des collections, qui connaissent, qui ont, si vous voulez, l'historique de chacune des œuvres, parce que toutes les œuvres, je dis bien toutes les œuvres, ont un lien intrinsèque avec un banlieue, quelle qu'elle soit. Par exemple, si vous avez, Jean-Jacques Rousseau, évidemment, Jean-Jacques Rousseau, c'est Montmorency, c'est là où il écrit, du contrat social, nul n'est au-dessus des lois, donc c'est très important. Si vous pensez à Balzac, Balzac qui est très présent. Sachez que Balzac, en 1843, il termine donc Les Illusions perdues. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute, il habite Paris, il saute dans une calèche, il rejoint Charenton en calèche. Là, il va à Lagny-sur-Marne, il rencontre son imprimeur, qu'il va terroriser, ses imprimeurs, ses typographes, pendant 3 jours, pour 3 ou 4 jours. Il dort dans un lit de sangle pour ne pas tomber, et il va là, opérer toutes les corrections, faire opérer par les typographes, et qui seront complètement épuisés après le passage de Balzac. Et donc, Balzac traversait la banlieue nord-est de Paris. Donc, il la connaissait, bien évidemment. N'oubliez pas que l'un de ses premiers romans, 1830, je crois, il s'appelle Le Bal de Sceaux. Il démarre à Sceaux, dans la ville de Sceaux. Donc, vous voyez, il y a un lien
quel qu'il soit, il y a un lien de tous les objets, parce que ce ne sont pas que, cette exposition, ce n'est pas que peinture, sculpture, gravure et cetera, ce qu'on appelle à tort d'ailleurs, les beaux-arts, c'est aussi, ben, des objets. Une maquette, par exemple, une maquette d'un galion anglais. Pourquoi une maquette d'un galion anglais? Bah, parce qu'elle a été faite dans ce qu'on appelait à l'époque une maison des jeunes et de la culture, qui était très florissante dans nos banlieues, et qu'il y avait, tu as connu ça, Pedro, dans les maisons des jeunes, tu avais l'atelier théâtre, tu avais l'atelier photo, et tu avais très souvent, comme chez moi à Château-Thierry, un atelier maquette qui rassemblait tous les jeunes qui venaient, qui construisaient des maquettes d'avions le plus souvent, mais parfois de navires. Et donc là, nous présentons une très très belle maquette, hein, qui était d'ailleurs exposée au musée naval de Sarcelles, d'un galion fait par un habitant lambda des banlieues, mais il est magnifique. Et donc nous le présentons au même titre qu'un bronze de Rodin, qu'un tableau de Maximilien Lustre représentant Félix Fédéon, un tableau pointilliste absolument remarquable à faire pleurer les pierres. Mais donc c'est un petit peu au nom de cette fraternité des arts qui m'est chère, parce que j'ai été président du Salon d'automne, et ce Salon d'automne, né en 1903, se construit sur cette fraternité des arts et des artistes. Et donc, c'est un peu aussi là l'éthique de cette exposition. Mais donc, le point de vue scientifique que soulignait votre interlocuteur, à juste titre, il a été évidemment abordé. C'est surtout pas une exposition où on raconte n'importe quoi. À chaque fois, il y a donc une notice, une légende qui va préciser le pourquoi de sa place dans l'exposition, son origine, son historique, ses dimensions, donc tout ce que l'on appelle le travail scientifique autour d'une pièce ou autour d'une peinture. Voilà Alors pour répondre moi, grosso modo justement, à alors votre si je me trompe interlocuteur. pas, à la fin, moi je m'étais arrêté, il y avait 71 communes qui ont prêté des œuvres, c'est ça? Oui. Alors, c'est pas que des communes, c'est surtout, mais c'est aussi des fondations. Je pense, Mmh. au fonds de dotation, Blasco Mentor, à l'association, C'est à voir. Il y a aussi des associations qui prêtent des œuvres, qui ont des œuvres ou des pièces qui nous ont semblé importantes. Et pour la première fois, nous avons aussi ouvert, ta question est importante, et tu en es le principal témoin, puisque nous avons ouvert l'exposition aux particuliers. Cette fois, aux particuliers qui possèdent des œuvres, soit parce qu'ils habitent en banlieue, soit parce que leurs œuvres nous parlent de la banlieue. Donc c'est ton cas avec l'œuvre de ton père, mais nous avons donc une série de pièces qui proviennent de collections particulières, donc qui n'ont jamais été vues. Et d'ailleurs, la moitié, plus de la moitié de cette exposition, plus de la moitié, donc plus d'une 150 pièces environ, n'ont jamais été montrées au public. C'est-à-dire qu'il y a toute une part d'inédit, soit parce que c'est dans les bureaux des maires, dans les salles des conseils municipaux. Donc c'est évidemment les gens qui fréquentent les mairies les connaissent. Et on s'est d'ailleurs aperçu, hein, parce que si tu veux, cette exposition, elle a souvent permis à inviter les archivistes à opérer ce qu'on appelle des recollements, c'est-à-dire de vérifier sur l'inventaire que toutes les œuvres y soient. Et rire nerveux de ta part que je partage, Non, parce parce que je que sais très bien, qu'il y a un différentiel énorme avec les maires voilà, qui il partent y a bien on en s'est avance. aperçu, heu, même à Gennevilliers d'ailleurs, hein, parce que je cherche depuis toujours, hein, une odalisque, fait par un artiste que j'aime beaucoup, qui a disparu. Et donc souvent, c'est pas forcément, si tu veux, du vol, bien que. Mais ça peut être aussi parce que le conseiller municipal ou parce qu'un simplement un administratif de la mairie vit dans un bureau avec une œuvre qu'il a sur le mur pendant 30 ans, et quand il part à la retraite, bah, il part avec sous le bras. Ce qui fait que ces œuvres qui appartiennent à la République, à vous, à moi, eh bien, elles disparaissent du patrimoine de la ville. Donc on a eu le cas, avec quelques villes où moi je réclamais, parce que c'était dans l'inventaire, je dis: «J'aimerais bien voir ce que ça donne avec cette œuvre». Eh bien, il la cherche et il ne la trouve pas, parce que l'œuvre, ben, elle n'est plus là. Alors ça se fait aussi beaucoup, hein, dans les ambassades, les préfectures, même les sous-préfectures, où des œuvres qui appartiennent à la République disparaissent des écrans parce que, ben, le locataire part avec et on ne les revoit plus. Et ça, c'est vraiment terrible. Moi, je me sens vraiment spolié parce que ce sont quand même des œuvres qui t'appartiennent à toi, Pedro, et à moi, à tout le monde. Ce sont des œuvres qui appartiennent à la République et qui disparaissent. Et donc, alors, c'est pas du tout la majorité, c'est quand même quelques cas. Mais voilà, cette exposition permet souvent aussi, invite
les archivistes, les conservateurs et des recollements et là, il y a des surprises parfois et pas des bonnes surprises. Moi, j'avais eu le cas justement d'une œuvre de mon père qui avait été achetée, par François Mitterrand, qui avait été, mis au ministère de l'Agriculture et qui d'un seul coup disparaît du bureau du ministre et s'est retrouvé à Dole. Parce qu'en fait, le ministre était aussi maire de cette ville-là. Donc quand il est parti, il était plus ministre, il a embarqué les œuvres et après il les a mis dans un musée et donc puisque j'ai fait: «Mais comment cette œuvre s'est retrouvée là?» Et on a compris le cheminement et en fait, voilà, c'est effectivement, je pense que ce travail est important parce que mine de rien, on a vu, hein, entre les ambassadeurs qui piquent le mobilier, c'est quelque chose d'assez courant qui est pas assez puni. C'est-à-dire de faire juste, bah, quand un ministre arrive ou un député ou quoi que ce soit, quand il arrive, il y a des œuvres, et que quand il part, bah, il doit laisser, les œuvres et c'est pas à lui et on a même, c'est même parfois même un sujet sur les cadeaux qui sont faits aux chefs d'État. Ah oui, Ou parfois, quand un pays fait un cadeau à un chef d'État, bah, tout bêtement, c'est pas forcément très clair. Est-ce que c'est un cadeau fait au chef d'État en tant que personne physique ou c'est un cadeau d'une république à une autre république? Et dans ces cas-là, quand c'est le cas, bah, le cadeau, c'est, comment ça s'appelle? Ça appartient à la nation, ça bien appartient sûr. pas, à monsieur machin, ou truc et il y a eu un cas, là, au Brésil justement, c'était Bolsonaro comme ça, je crois que c'est l'Arabie Saoudite a offert des bijoux et il est parti avec les bijoux. Bon, et donc maintenant les gens disent: «Bah, il faut, retrouver» mais c'est vrai qu'on c'est souvent méconnu, cette question justement de la différentielle entre les fonds réels d'œuvres que sont censées avoir les institutions publiques et la réalité, de ce qu'il y a vraiment, dans les réserves. Oui, Mmh. les diamants de Bokassa, oui, effectivement. Est-ce que les diamants de Bokassa étaient un cadeau de Bokassa à la France ou à Valéry Giscard d'Estaing? Malheureusement, je crois que les 2 sont morts, donc on ne saura jamais, mais moi je pense que ça aurait pu servir à construire des trucs qui comme des crèches. Oui, oui. Voilà. D'accord. Je voulais Mais juste dire que j'aime bien la réaction d'Hugo qui dit: «J'ai l'impression d'entendre, un tourne-disque». Il a raison, il a vraiment raison, Hugo, parce qu'il n'y aura pas de tourne-disque, mais dans les fétiches, puisqu'on parle beaucoup du siècle dernier, à juste titre, hein. mmh, Pour moi, il n'y a pas d'avenir si nous n'avons pas ces racines, celles de nos aïeux, qui me semblent sacrées à mes tu yeux. veux dire connaître l'histoire, nous condamne, à ne pas la reproduire? Oui, Bah, mais mon il y mot aura par exemple dans cette exposition non pas des tourne-disques, mais des vieux postes de radio, celui que nos parents, ou pour Hugo probablement ses grands-parents utilisaient. Voilà, des éléments comme ça, qui interviennent et qui valorisent la mémoire de nos ancêtres et de nos ancêtres proches. Parce que je trouve qu'une des particularités de ce monde, c'est que nous héritons plus. Il y a un problème avec l'héritage, si vous voulez, de ça. mmh. Ça s'est fait de père en fils et de grand-père, en petits-enfants pendant des siècles et aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que beaucoup de nos enfants, de nos petits-enfants, vont hériter plutôt d'internet que de la parole parentale, voire, de nos grands-parents et donc dans cette exposition, nous valorisons réellement ce qu'ont pu vivre à travers des thématiques comme celle que j'ai appelées des chiffres et des larmes, hein, 14-18, 39-45 et cetera, à travers les guerres finalement assez récentes quand on regarde l'histoire de l'humanité et donc des éléments comme ça, vous voyez comme ces vieux postes de radio, ces vieilles affiches qu'on appelait la réclame, quand j'étais petit et pas du tout la publicité, c'était encore de la réclame, ces vieilles affiches, qui faisaient la promotion de produits, je sais pas, de cirage et cetera et qui étaient, liées très fortement, au plan Marshall. C'est-à-dire qu'il y a une américanisation galopante, si vous voulez, de la mise en valeur de la marchandise au nom du marché mondial, qui fait que cette publicité naissante va envahir les couloirs des métros, les murs de nos villes et va devenir d'ailleurs une des références très importantes dans ce qui va, provoquer le street art aujourd'hui, qui se réfère souvent à l'affiche de pub, à la bande dessinée, mais tout à fait aussi à autre chose, bien sûr. Et on en parle beaucoup dans notre exposition. La présence du street art sera très, très importante, je la souligne ici,
puisque nous avons 5 parmi les plus grands, street artistes qui ont travaillé, qui ont habillé, si vous voulez, le site. Donc c'est déjà par eux que nous sommes accueillis. Je pense, à Alex Canos, qui est un très grand, street artiste, qui a complètement recouvert la façade de l'usine Chantrenne et c'est vraiment tout juste magnifique, quoi, hein. Donc là, il y a un lien, non pas avec les muralistes mexicains, ça c'est plutôt, ton papa qui avait ce lien, à mon avis, avec Diego Rivera, avec ce qu'on a appelé l'école murale de Mexico, mais un lien direct avec l'art publicitaire, puisque c'en est un, très inspiré du pop art, de toute cette école américaine. Donc, vous voyez, les icônes un petit peu, là, la référence pour moi intellectuelle est plus proche de Michel Clouscar dans son ouvrage Le capitalisme de la séduction, où on voit bien le blue jean, le rock and roll, etc. Comment il déferle et il va déferler énormément sur les banlieues, hein, où on va passer de l'accordéon du grand-père, mais aussi bien sûr en province, hein, mais principalement en banlieue, de l'accordéon du grand-père au premier groupe de rock and roll, avec ensuite évidemment Renaud qui va chanter la banlieue etc. Et donc toute cette transversalité, si tu veux, sociale, et économique, elle va se donner à voir à travers, les images publicitaires et à travers les objets et à travers, bien sûr, le dessin, la peinture, la sculpture, telle qu'on la décline dans l'exposition. Mais c'est important ce repère, si tu veux, sociologique qui traverse toute l'exposition Trésors de banlieue. Ouais, Voilà. c'est intéressant parce que ce que tu as dit, c'est qu'il y a pas de dogmatisme de la part des mairies qui voient bien, Gennevilliers, que je sache, n'est pas une mairie, particulièrement connue pour être très à droite, mais qui se disent effectivement: «Cette exposition et on va dire cette expérience, si on peut dire, pour, les habitants est importante et elle transcende en fait, la question des clivages». Ah Et complètement. Non et mais et d'ailleurs, j'ai vu, alors c'est un peu dommage parce qu'elle aurait pu vous filer un peu de sous, mais la nouvelle ministre du moins celle qui aime beaucoup les bas, qui avait dépensé, je crois, 150 000 € en bas, madame Dati, donc parraine le comment ça s'appelle? Non, c'est sous son patronage, c'est ça? Je veux pas dire de bêtises. oui, son parrainage, oui, oui. Parrainage et ce serait bien que, heu, elle aide aussi au financement, mais ça, c'est plus dur parce que peut-être tu peux en dire un mot? Parce que vous êtes tout ça, vous le faites avec de l'huile de coude, avec peu de moyens, en vrai. O oui, sauf que l'exposition alors c'est important ce que tu dis, effectivement déjà le ministère de la culture, parraine la DRAC aussi d'ailleurs, hein, parraine cette exposition sans y mettre un centime d'euro et nous le regrettons, mais c'est Je veux déjà dire qu'ils mettent beaucoup. leur autocollant sur l'affiche, mais c'est tout. Donc nous avons appris que, bah, Rachida Dati ne sera pas présente, mais elle nous a écrit en nous disant qu'elle soutenait très fortement le et nous en prenons acte bien sûr, l'exposition. Mais celle-ci, tu disais, il y a l'huile de coude, mais elle a coûté très cher, comme la première édition de 2019. Elle a coûté très cher et elle est entièrement financée par le mécénat. C'est très important, hein, par le mécénat et donc c'est un fonds de dotation, si tu veux, qui rassemble, parce que tu sais que tu connais le principe du fonds de dotation, c'est-à-dire que l'entreprise qui donne, une certaine somme est exonérée à hauteur de 60 de son don. Par exemple, si elle donne 100 000 €, elle sera exonérée de 60 000 €. En fait, elle ne donne que 40 000 €. Voilà le principe et à partir de ce principe, l'exposition qui a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros, mais je ne te dirai pas le chiffre, a été intégralement financée. Donc ça ne veut pas dire que le Gennevilliers ne fait rien. Gennevilliers nous a aidés, nous a accompagnés de façon vraiment extraordinaire, dans la réalisation notamment des travaux, qu'il fallait faire à l'intérieur de l'usine Chantrenne et qui ont eu, évidemment un certain coût, voire un coût certain et l'exposition nous a enfin la ville de Gennevilliers, nous a fait une confiance absolue sans jamais mettre son nez dans le contenu de l'exposition, je tiens à le dire quand même, c'est important. Donc il n'y a pas de mainmise, si tu veux, idéologique du tout, à aucun moment, de la ville de Gennevilliers sur le contenu de l'exposition. Par contre, il y a vraiment un accompagnement fraternel
réelle, sincère, de la part de la mairie de Gennevilliers, qui fait que d'ailleurs, on a pu l'ouvrir à toutes les villes, quelle que soit leur confession politique, leur appartenance politique. Et ça, c'est vraiment de l'ordre du miracle. Je veux dire que des villes comme Meaux, comme Fontenay-sous-Bois, comme Bagneux, participent ensemble, entre guillemets, à cette grande messe qui entend quand même modifier l'image catastrophique des banlieues. Je trouve ça, voilà, c'est l'un des miracles de cette exposition aussi. Voilà. Alors justement, j'ai vu que la scénographie, elle a été conçue par un collectif qui s'appelle Au fond à gauche, c'est ça? Oui, Alors, c'est quoi la particularité de la scénographie? Alors moi, j'ai vu le bâtiment quand je suis allé apporter, l'œuvre, mais, j'ai pas vu l'intérieur. J'ai vu qu'il était très coloré, donc ça dénote, hein, parce que c'est un peu alors je vais pas dire que c'est une zone industrielle, mais c'est un peu particulier là où ah oui, oui, complètement. On est dans un no man's land, hein, une zone exactement, un commerciale, ciment si tu veux. rose Oui, oui, et d'un seul coup, il y a un bâtiment rouge comme ça, tout coloré, donc c'est un rouge parce que c'est Alex Canos qui a fait une fresque absolument magnifique, que tu as vue, sur fond rouge, donc qui attire l'œil évidemment. Alors la première scénographie, alors au fond à gauche, ce sont deux scénographes, mais d'une inventivité, je n'en connais pas d'autres aussi inventifs que ces 2-là, qui s'appellent Bruno Charza et Guillaume Lano, qui travaillent beaucoup, pour les villes, hein, et notamment, pour la banlieue, qui sont graphistes de formation tous les 2, ce qui fait que bon, il y a, chez eux, vraiment un souci esthétique qui est extraordinaire, mais surtout une imagination, débordante et fiévreuse. Et c'est eux qui, en 2019, dans la halle des Grésillons, avaient imaginé, et c'était vraiment magnifique, ils avaient imaginé de construire la scénographie à travers les containers. Pourquoi les containers? Parce que nous rappelons que Gennevilliers est le premier port fluvial de France. C'est important, hein. C'est le premier port économique fluvial de France. Et donc, le container, bien sûr, c'est par là qu'arrivent les marchandises, et cetera, et qui débarquent dans le port de Gennevilliers. Et donc, ils les avaient peints en rouge, ils les avaient rassemblés une quinzaine, ils les avaient peints en rouge, ils les avaient ouverts de façon transversale, avec des vitres de chaque côté, le tout éclairé d'intérieur, ce qui fait qu'on avait vraiment, quand on rentrait dans la halle des Grésillons, une sensation de voir des coffres illuminés un petit peu partout. Et là, j'ai toujours dit vraiment que la scénographie était la plus belle des œuvres de l'exposition. Ils avaient réussi à faire en sorte, si tu veux, que le spectacle qu'ils offraient de la scénographie elle-même transcendait complètement l'exposition et nous invitait vraiment à parcourir, à ouvrir les coffres les uns après les autres. Or, la halle des Grésillons, du point de vue de la sécurité, n'était pas abordable cette année. La mairie a regretté de ne pas pouvoir nous la céder une deuxième fois et donc nous avons cherché un lieu. Et l'un des rares lieux qui nous était proposé, c'était ce lieu fade, insipide et sans saveur d'une usine, si tu veux, désertée, qui était en fait un entrepôt, hein, l'usine Chantraine, qui est dans une zone commerciale avenue du Général de Gaulle et qui n'avait aucun cachet, a priori. Et donc l'idée a été de créer une atmosphère, de faire une salle dans la salle et de reconstituer une scénographie à l'intérieur donc de ce hall, cette espèce de hangar d'entrepôt qu'est l'usine Chantraine. Et là, je dois dire qu'une fois de plus, le collectif au fond à gauche, pourquoi au fond à gauche? Parce qu'ils ne sont pas à droite, évidemment, ces 2-là. Et donc, tout le monde les connaît. Ils travaillent aussi beaucoup pour la CGT, et cetera. Donc, ils sont très impliqués. On les voit à la fête de l'Humanité tous les ans, où ils font une scénographie extraordinaire sur le spectacle, sur ce qui nous est proposé sur la fête de l'Humanité. Bruno Charza et Guillaume Lano. Et donc là, ils ont réussi à mettre en place une scénographie qui est tout à fait différente. Ils livront encore, quand même, pour symboliser Gennevilliers, 2 containers à l'entrée, comme une espèce de sas. On passera par les containers comme un, tu vois, un parcours initiatique pour rentrer dans la salle. Et là, je vous assure que là, vous basculez dans une atmosphère complètement différente. Mais à la différence de 2019, cette fois, ce ne sont pas la scénographie elle-même qui est l'œuvre d'art, même si elle est absolument somptueuse, que l'on voit en premier. Cette fois, le contact sera plus muséal, avec les œuvres et on aura vraiment le nez sur les œuvres. C'est-à-dire que ce sont vraiment les œuvres elles-mêmes qui seront premières et qui seront valorisées dans cette exposition. Et là, ils ont réussi encore une fois un pari, celui de faire en sorte de prendre le visiteur par la main et qu'il puisse faire un parcours à travers les 11 thématiques. Chaque thématique aura sa couleur et faire en sorte, surtout, surtout, parce que je me suis tellement ennuyé étant petit dans les musées, faire en sorte qu'on ne s'ennuie pas
dans cette exposition, voilà, des trésors de banlieue. Bah, c'est intéressant parce que moi j'avais quelques questions. Vous parlez de ne pas s'ennuyer. Est-ce qu'il y a des activités qui sont prévues, des ateliers, peut-être avec les enfants ou les adultes, peut-être plus historiques pour les adultes, plus thématiques pour les enfants? Qu'est-ce que Oui, vous oui. avez prévu dans ce thème-là pour eux? Oui, alors elles auront lieu, c'est ce que je disais, merci pour cette question, c'est ce que je te disais en préambule. Il y a, par rapport, juste une maison annexe qu'on a appelée l'Échappée Belle, qui était une voilà, qui est un endroit, avec plusieurs salles dans laquelle ces endroits ont été décorés par des fresquistes, hein, des grands noms du street art, dans lequel auront lieu des ateliers, se tiendront des ateliers, qui seront animés et dirigés par, des médiatrices et des médiateurs culturels qui accueilleront les classes, qui accueilleront aussi les adultes qui le désirent, afin de réaliser une œuvre, en lien évidemment avec l'exposition. Donc ça, c'est important parce que ça aura lieu tous les jours. Et ce lieu est aussi visitable, hein, il fait partie de l'exposition en soi. C'est-à-dire que l'exposition se déroule en fait dans 2 endroits, la halle des ce qu'on appelle l'usine Chanterelle elle-même, où vous avez là toute le cœur battant de l'exposition et puis cette demeure qui est à quelques mètres, hein, de l'autre côté de voilà, juste en face, qui s'appelle donc l'Échappée Belle, dans laquelle vous aurez 4-5 fresques magnifiques réalisées par des street artistes sur notre demande et dans cet endroit se tiendront donc les ateliers, à destination à la fois du jeune public, ça va jusqu'au lycée, hein, mais aussi des adultes qui le désirent. Et donc, celles et ceux qui nous entendent le sachent, en permanence dans l'exposition, il y aura des médiatrices et des médiateurs culturels qui piloteront le public à l'intérieur de l'exposition, pour donner évidemment, pour expliquer, pour argumenter, pour ceux qui le souhaitent. Moi, j'aime pas quand on qu'on me trouve enfin, j'adore quand je suis dans un musée, être tranquille, qu'on me foute la paix et pouvoir naviguer seul. Ça sera possible aussi, hein, on ne sera pas obligé d'être accompagné. Mais c'est important parce que c'est vrai, pourquoi tel ou tel objet, pourquoi un biplan accroché dans l'exposition, pourquoi il est là? On est en droit de poser ces questions aux médiateurs, médiatrices qui sont au courant, qui ont été briefés, qui sont souvent des étudiants en histoire de l'art ou en art graphique qui sont là, qui sont passionnés par cette exposition et qui pourront répondre à toutes les questions. Alors, il y aura d'autres, évidemment, c'est ce qu'on avait fait, c'est ce que nous avions fait en 2019. Nous avons envisager, bien sûr, de réaliser des événements dans l'événement, hein, pour un petit peu animer le lieu et Par exemple, la halle des donne-moi des Grisons se exemples. prêtait magnifiquement à cela. Là, c'est pas du tout pareil, le lieu est beaucoup plus petit, hélas. Vous savez que nous avions envisagé de réaliser une passerelle et de construire un autre niveau à l'étage. Ça nous a été refusé pour des raisons de sécurité. Donc on s'est retrouvés, c'est pour ça qu'au départ, il y avait plus de 300 œuvres, hein. Donc, on s'est retrouvé coincé un petit peu entre guillemets, au rez-de-chaussée. Il a fallu faire tout tenir. J'ai dû faire le boulot le plus horrible qui existe, c'est-à-dire des œuvres qui avaient été sélectionnées et d'appeler en disant: «Excusez-moi, mais on manque de place et je ne pourrais pas la retenir». Et ça, c'est terrible parce que si vous voulez, vous suscitez aussi plein d'espoir, d'illusions quand vous empruntez une œuvre, notamment par exemple à un artiste contemporain que vous dites: «Ben, je suis désolé, mais finalement il n'y aurait pas la place». C'est affreux. Et donc, voilà, le manque de place fait que nous avons décliné cette exposition uniquement au rez-de-chaussée, avec une scénographie qui a dû s'adapter, à ces nouvelles conditions et faire des événements, dans cet endroit qui est quand même assez resserré, c'est difficilement possible. C'est dommage, hein, parce que nous empruntions, par exemple, à Fontenay-sous-Bois, un piano Gaveau, parce qu'ils étaient fabriqués à Fontenay-sous-Bois. Vous voyez, il y a aussi, «l'art industriel» entre guillemets, l'objet, il est très présent dans l'exposition et donc j'ai envisagé, de faire venir un pianiste spécialiste pour nous jouer la musique d'Erik Satie, hein. Erik Satie, Arcueil, donc un grand compositeur, qui a influencé John Cage, Steve Reich et cetera, qui habitait la banlieue, qui était déjà, chose que peu de gens savent, membre du parti communiste, Éric Satie, l'un des rares nous envisagions donc un concert d'Éric Satie qui ne pourra pas avoir lieu parce qu'il y a pas les chaises pour s'asseoir, parce que c'est pas possible, vous voyez? Donc les principales animations, si elles ont lieu, elles auront lieu à l'extérieur, soit sur le parking qui relie l'Échappée Belle et le «hangar» entre guillemets, le site de l'exposition elle-même, soit à l'intérieur de l'Échappée Belle. Vous avez une grande salle
où des animations d'ordre poétique pourront se tenir. Voilà. Donc nous avons bien prévu, par exemple, nous exposons l'instrumentarium Bachet. L'instrumentarium Bachet, c'est les œuvres qui sont faites à partir du cristal et c'est magnifique, hein. Ce sont des instruments qui ont voyagé partout dans le monde, là, avec les plus grands orchestres du monde et nous avons, donc invité, ça se fait grâce à un un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Mehdi Tadjouri, qui est très, très impliqué dans l'art urbain, qui est notre partenaire, c'est lui qui a sollicité les street artistes à intervenir dans notre exposition. Donc Mehdi Tadjouri connaît très, très bien un des virtuoses du cristal Bachet qui va venir donner un concert avec les pièces que nous exposons. Donc vous voyez, il y a prévu et en effet, nous avons prévu à l'intérieur, malgré tout, malgré ce manque de place, mais nous avons quand même prévu plusieurs interventions d'ordre poétique, d'ordre musical, à l'intérieur du site de voilà, de l'usine Chantrenne. Donc j'ai peut-être, 2 questions pour terminer. Je vois le temps qui file malheureusement. La première est plus organisationnelle. Donc 23 000 visiteurs en 2019. Combien vous en attendez pour cette édition-là? Et en fonction du nombre, que vous allez avoir, est-ce que vous pensez faire une prochaine édition? Donc ça, c'est pour la Et première question et j'en ai une deuxième après, ne vous inquiétez pas. donc oui, par rapport au public, oui, tu pas tout à fait à 23 000 parce que tout a été extrêmement, comptabilisé, hein, aux visiteurs près. Donc nous étions, je crois, à 22 600. Oui. En voilà, en 2019. Bah, écoutez, je ne suis pas devin, mais nous espérons, vu la pub d'ores et déjà qui s'annonce, qui est très importante, hein, avec Le Parisien, avec plusieurs journaux, avec, France 3, ce que qui devrait se déplacer. Nous attendons au moins, nous espérons d'avoir au moins le même nombre, malgré une situation géographique, même si c'est tout près quand même, hein, je le signale, de la gare RER, je crois que c'est le la gare de Gennevilliers, le RER C, c'est aussi distribué, c'est juste en face un arrêt, l'arrêt Chantrenne, l'arrêt Parc de Chantrenne, du tram. Donc c'est très facile d'accès finalement pour ceux qui prennent les transports en commun, malgré ce que Pedro disait tout à l'heure du ticket de métro qui pose problème. J'ai eu moi-même le coup, figure-toi, parce que j'ai pu aller pour prendre le RER, pour aller, donc à Gennevilliers et au moment de sortir, on me refusait de sortir parce que le ticket était un ticket métro et pas un ticket RER. Donc je ne pouvais plus sortir. Donc je le dis, j'ai triché, alors que c'est le même prix, tu as raison. Je suis passé derrière quelqu'un parce que j'avais pu rentrer dans le RER que j'ai pris Gare du Nord, mais je ne pouvais plus sortir. C'est incroyable, c'est n'importe quoi. Donc il faut savoir, et tu as quand même eu vachement raison de le souligner, il faut savoir qu'il faut prendre les 2 tickets dans son pass. Il faut prendre les 2 choses, sinon on se fait avoir, on se fait refuser. Donc je le dis aux gens qui viennent nous voir, surtout n'oubliez pas de prendre le ticket qui est ticket RER, toute gare. Mmh. C'est important, parce que sinon vous ne pourrez pas sortir. Ils disent ticket unique, mais c'est un ticket au même prix, mais il n'est pas unique. Tu vois? C'est ça Ouais, la mais c'est ça différence. qui est dingue en fait, c'est en C'est termes de c'est communication, on marche sur la tête. On fait un ticket unique avec 12 variations. Tu Mais vois? c'est complètement ahurissant, enfin, c'est hallucinant et j'étais le premier. Et là, je l'avoue devant tout le monde, j'ai dû tricher. Je suis sorti de la gare en passant derrière quelqu'un, en disant: «Excusez-moi, est-ce que je peux passer derrière vous? Parce que je suis coincé». Alors que j'avais payé, j'ai payé mes 2,50 € comme tout le monde. Tu Ouais, vois? Il y a un vrai problème. Enfin pour pour revenir à notre débat, oui, nous attendons bien sûr le même nombre nous espérons le même nombre, voire plus, de personnes. Mais le nombre de classes qui ont réservé, et notamment l'implication de l'éducation nationale, nous fait espérer de pulvériser encore une fois notre record. donc si je devais résumer parce que le temps malheureusement file très, très vite. Nous aurons présenté des œuvres en lien avec la banlieue, originaires de la banlieue, mais qui touchent en fait une grande partie du monde. Bien Hem, sûr. donc on a vu le transport par le RER. Est-ce qu'il y a un prix à donner, un prix d'entrée par rapport aux enfants? Qu'est-ce qu'on a C'est comme gratuit. information sur ça? Voilà, C'est c'était gratuit. évident en préambule. Merci, si on peut terminer. Elle est gratuite et tout le monde est le bienvenu. Voilà, elle est complètement gratuite de A à Z. Cette exposition est gratuite. Donc, ça vous coûtera le billet, en fait, elle vous coûtera 2,50 €. C'est-à-dire le fait de vous rendre ou 5 € aller-retour, hein,
pour pouvoir vous rendre à cette exposition. Non, c'est très important, hein, parce que j'en connais pas beaucoup aujourd'hui, des expositions gratuites, hein. Et encore, Parce que vous avez la chance d'être enfin la chance, en termes de culturel, hein, c'est peut-être le seul point positif qu'on peut donner à la région parisienne, moi en tant que Toulousain. Hem, Par exemple à Toulouse, on a une très forte banlieue. Les seuls festivals qu'on a, c'est, le festival, Africana, oui, organisé par, James Carles, chorégraphiste, oui, oui, je le et connais, oui. Jean-Christophe Godard, universitaire, que je connais personnellement, mais c'est rare d'avoir des événements, culturels comme ça, accessibles gratuitement, à toute la population, en fait. Et oui, et oui, parce que, on y verra quand même des œuvres majeures, hein. Je pense à La République de Rodin, qui est en fait le portrait de Camille Claudel, qu'il a habillé en République, est une pièce absolument fondamentale et absolument bouleversante d'Auguste Rodin. Nous aurons, pour en décliner quelques-unes, hein, pour un petit peu appâter votre public, le bateau, le voilier conçu par Caillebotte. Gustave Caillebotte, vous le savez, c'est l'un des grands, impressionnistes, hein, qui fait partie de ces flibustiers de la lumière, qui se réunissent la première fois en 1874. Notre exposition Trésors de banlieue devait avoir lieu en 2024. Donc moi, j'espérais, si vous voulez, fêter le 150e de l'ouverture du premier salon des impressionnistes, boulevard des Capucines à Paris, dans l'exposition. Or, finalement, elle a été reportée en 2025. Mais nous exposons le bateau complètement reconstruit à partir des plans de Caillebotte par l'association Sequana de Chatou, qui a apporté son voilier, c'est très spectaculaire dans l'exposition, autour duquel nous avons décliné l'impressionnisme avant, pendant et après Gustave Caillebotte. Donc ça donne en plus une légèreté, une invitation au voyage dans cette exposition, et ce voilier est tout simplement magnifique. On ne savait pas que Caillebotte était à la fois un grand peintre, il était aussi, vous le savez, le mécène, un mécène incroyable des impressionnistes. Souvenez-vous, hein, Pissarro, qui à la fin du 19e siècle écrivait à son copain C'est si dur la misère. Eh bien, voilà, Caillebotte était l'un de ceux qui achetaient des œuvres, qui mettaient les impressionnistes, ses copains, en relation avec les collectionneurs, qui organisaient des expositions, et il était, chose que personne ne sait, un maire adjoint, un membre, un conseiller municipal de Gennevilliers. Mmh. Et il était aussi un architecte naval de première importance, un compétiteur hors pair. Et là, nous présentons donc un bateau construit, conçu par Gustave Caillebotte et réalisé par une association. C'est tellement important le tissu associatif en banlieue. Il est tellement important, tellement présent. C'est lui qui aussi invite à cette nouvelle citoyenneté, à vivre autrement, qui met les gens en relation. Vous voyez, c'est vraiment, nous avons voulu, par rapport à cette nouvelle citoyenneté que l'on réclame un peu partout, voilà, mettre en avant aussi ce collectif associatif à l'intérieur de notre exposition. Et là, ce bateau de Gustave Caillebotte, qui réunit des architectes amateurs et professionnels de toute la banlieue à Sequana, et où il réalise des merveilles, hein. En 2019, nous avons exposé la barque de Maupassant, la barque Madame, qui nous était prêtée déjà par cette association Sequana, la barque Maupassant, dans lequel Maupassant emmenait ses conquêtes féminines, hein, c'était très connu à l'époque. Donc la barque Madame sur le petit bassin de Gennevilliers. Et bien cette année, nous avons donc le bateau qui s'appelle le Rose Beef, c'est comme ça que Gustave Caillebotte l'avait intitulé, que nous exposons au centre, au cœur de l'exposition. Nous avons aussi, par exemple, la Marianne d'Hervé Di Rosa, important Hervé Di Rosa, qui nous est prêté par la ville de Bobigny, puisque c'est lui qui a fait tout le mobilier de la salle des mariages de Bobigny. Et donc sa Marianne, bah, c'est une femme africaine. Et ça, pour moi, ça en dit long aussi, un petit peu comme les portraits de Gaëtan, de ton papa, avec qui représente un peu tous les pays du monde. Eh bien, la Marianne, à côté de la Marianne de Rodin, qui représente Camille Claudel d'une façon très, très officielle, hein, très air doctor, un peu comme ça. Eh bien, à côté, vous avez la Marianne de Di Rosa qui ouvre l'exposition sur l'Afrique, sur un autre continent. Et donc, c'est cette pluralité, cette pluridiversalité, parce que le terme universel a toujours quelque chose dans mes oreilles, non pas de post-colonial, mais quand même un petit peu de pensée unique, hein. Et donc je préfère le mot pluriversel. Et donc cette pluriversalité, elle traverse vraiment en profondeur, elle travaille en profondeur, cette exposition. Voilà. C'est-à-dire qu'on y entend tous les souffles du monde, tous ces cultures qui nous viennent de partout et qui sont vraiment, voilà, une fleur magnifique, qui naît sur le sol des banlieues. Et je crois que les banlieues sont un laboratoire plus que la province, tu m'en voudras pas, tu parles de Toulouse.
sont vraiment le laboratoire, banlieue lyonnaise, hein, Vénissieux participe aussi à l'exposition, banlieue de Bruxelles avec Tervuren, banlieue de Budapest avec une œuvre de Boldi. Donc on ouvre la banlieue, cette idée, ce concept des banlieues à toute l'Europe et on espère bien sûr l'ouvrir à tous les continents. Voilà pour terminer, voilà cet appel et j'aimerais terminer avec Aimé Césaire qui souhaitait faire entendre et faire sentir tous les souffles du monde. Et puis cette exposition, voulait faire sentir les souffles du monde. Voilà. Bah, merci Noël. Alors j'ai remis, les adresses, donc c'est du 15, février au 13 avril, donc l'usine de Chantraine, 92, Général de Gaulle à Gennevilliers. Donc le tarif est libre. Si je me trompe pas, c'est demain soir, le vernissage Oui. et donc j'essaierai de faire quelques images, peut-être que je diffuserai, dans la matinale, vendredi matin. Ah, ça serait chouette. Voilà, je vais essayer. Alors, heu, comme, certains le savent, aussi, c'est important pour nous à Fréquence Populaire, l'éducation culturelle, l'éducation, populaire, ça fait partie aussi, de nos tâches et nos missions parce que, bah, il faut découvrir des choses et alors oui, aujourd'hui, on a moins conspué les Américains, on a moins conspué, l'ingérence, mais c'est aussi important et là, on parle des banlieues, mais on va parler, donc avec notre prochain invité, de plus du terroir puisqu'il est agriculteur, président, du SAMU social et en particulier, il y a eu des élections dans les chambres d'agriculture et c'est important de comprendre, beh, qu'est-ce qui s'est joué? La FNSEA on va dire, a perdu, c'est superbe, la Confédération paysanne plus, mais est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Qu'est-ce qui se passe pour la paysannerie qui est quand même un maillon important de la culture en France et qui malheureusement, est très mal en point avec, des paysans qui n'en peuvent plus, sont surendettés, n'arrivent même pas à se faire, un salaire de plus de 1 000 € par mois et qui pourtant, si il y a pas de paysans, on ne mange pas, donc ils sont Mmh. quand même essentiels. Donc c'est important, de donner aussi la parole à toute la population. Donc on va passer de la banlieue au terroir. Donc merci beaucoup Noël Merci à vous. et bah, à demain. À demain. Voilà, Au merci. revoir. Au revoir à toutes et tous.